Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo 2 partie 7 et on s'approche doucement mais sûrement du dénouement de l'affrontement entre ces deux purs combattants qui ne veulent rien lâcher. On en parle tout de suite. Enfin, je dis qu'on s'approche doucement de la fin, mais pas vraiment en fait, quand on voit encore à quelle vitesse se passent les actions de cette semaine, les 4 minutes 11 les plus rapides de l'univers. Bonjour à tous, j'espère bien que vous ça va, et que vous avez une fois de plus, comme moi, bien apprécié le chapitre à sa juste valeur, parce qu'on a encore une fois de plus à faire un chapitre 10 sur 10, et c'est pas mon manque d'objectivité qui parle, ou peut-être un peu, enfin. Bref, on perd pas plus de temps, tu connais, le pouce en fin de review, je le dis maintenant parce que je le vois dans les données analytiques que certains d'entre vous partez quand on s'approche de la fin de l'analyse, ce que je comprends parfaitement, mais du coup voilà, je préfère faire le petit rappel maintenant, en espérant que ce que je m'apprête à vous dire vous plaira. Donc le chapitre s'ouvre sur un étonnant petit pavé de texte, c'est vrai qu'on avait l'habitude jusqu'ici de voir le personnage principal du chapitre dans une pose bien badass. Écoutez, un peu de changement ne fait pas de mal, et même si ce n'est pas directement explicité, ce texte est très clairement censé, enfin en tout cas pour moi, être la chanson du train de l'amour, le thème du domaine d'Akari. Avant de revenir rapidement sur le sens que je donne à ces paroles, l'auteur présumé, attendez que je retrouve son nom, on est sur une review très professionnelle aujourd'hui, voilà ça y est, Eita Tairakuri, a priori est inconnu au bataillon. J'ai fait une recherche dessus, je n'ai rien trouvé. Enfin, si vous voulez tout savoir, quand je tape son nom sur Google, ce sont des photos de Teura de Koh-Lanta qu'on sort, donc vous voyez qu'on est très loin de l'univers manga, donc on est très clairement sur un nom inventé de toutes pièces par Gege. Très très hâte d'entendre cette petite chanson aux paroles complètement what the fuck pendant ce combat quand il sera animé en tout cas, et vraiment j'imagine totalement de façon plus globale les différents scénarios du train de l'amour mis en scène dans les Juju Sampo, là vous savez les petites scènes post-génériques des épisodes qu'on a pu voir pendant la saison 1, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal et assez drôle. Je continue, qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte ? Comme je te le disais, je vais vraiment faire ça express parce que sinon je pense que ça va vous gonfler. Pour moi, ce texte, au-delà du côté loufoque des paroles, représente la passion d'un couple et comment les petites choses, les petites actions du quotidien, là symbolisées par les exagérations, peuvent avoir un impact sur une relation, voire même jusqu'à entraîner la séparation de ce dernier. Puisqu'à la fin de la chanson, on peut lire, je cite, « Je descends à la prochaine, non, moi toute seule ». Ce qui métaphoriquement acterait la séparation physique et sentimentale du couple. À partir de là, honnêtement, je marche sur des œufs, prenez ce que je dis avec des pincettes, de manière globale d'ailleurs, prenez tout ce que je dis avec des pincettes, mais dans le fond du texte, on peut voir un fruit. Pour moi, au premier abord, ce fruit, c'est une pomme. Et dans nos sociétés occidentales, au-delà de la représentation biblique sur laquelle je ne vais pas revenir aujourd'hui, mais la pomme est maintenant vue un peu comme le fruit de l'amour, et même de la passion, si elle est rouge. Mais n'ayant rien trouvé sur la représentation des fruits au Japon, j'ai continué un peu à chercher, et je me suis souvenu d'une variété de poire qui ressemble énormément à une pomme, la poire nashi, si on veut être complet. Et dans certaines cultures asiatiques, notamment la culture chinoise, la poire représente la séparation du couple. Voilà, je pense qu'à ce stade, vous êtes tous déjà partis, ce qui est bien dommage puisque c'est maintenant qu'on parle de la bagarre. Ce texte, finalement, il sert un peu à faire tampon entre ces deux chapitres de baston, une façon de nous faire rentrer dedans en douceur avant de faire face à la violence pure de cet affrontement, parce que j'y reviendrai plus tard, mais la violence graphique de ce chapitre, waouh, c'est quelque chose. On commence par nous exposer la géographie des lieux. Akutami utilise des plans très très larges pour qu'on comprenne bien où se situent Akari et Kashimo dans l'action. Et c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai noté et qui est d'autant plus flagrant avec ma relecture de Shibuya, avec l'apparition des tomes reliés chez nous, c'est l'évolution du style du mangaka. Dans Shibuya, il y avait un côté un peu flou, les combats n'étaient pas toujours très simples à suivre à la première lecture, et là, et depuis même le début de la track, c'est d'un clair, la lecture du combat est hyper limpide. On a une fois de plus une très bonne utilisation de l'environnement, Akutami n'est jamais aussi bon que quand il utilise des grands espaces. Les conteneurs vont être une fois de plus extrêmement utiles, puisque Kashimo et Akari vont littéralement faire du ping-pong avec, pour vous situer le niveau de force de ces deux-là. J'ai d'ailleurs tout de suite repensé au combat Yuta Yuji, où ça se balançait des voitures à la tronche, et même quand Reiji avait carrément lancé une maison sur Megumi. Bref, on va toujours plus loin. Et pourquoi je parle de bonne utilisation de l'environnement ? Eh bien parce que les débris créés en tapant sur les conteneurs vont offrir à Kashimo une arme toute trouvée, puisqu'il va utiliser la porte du conteneur maintenant détachée pour frapper Akari au visage avec. Et là, on assiste à une scène assez graphique, on va dire. Akari se retrouve avec une partie du visage complètement écorchée. C'est plutôt dégueu. Akutami aime bien couper des bras, ça on le savait déjà, mais il aime bien s'en prendre au visage aussi, j'ai l'impression. Maki, Nobara entre autres, mais le côté très explicite de la scène m'a fait surtout penser au moment où Maito annihile complètement le corps de Nanami avec la vision des os et des organes qui partent dans tous les sens. Est-ce que cette scène va hanter mon cœur de lecteur pour toujours ? C'est bien possible.
J'en reviens au chapitre. À la suite de cette action, Kashimo nous expose son plan, qui est très simple, écraser le crâne d'Akari. Et là, on nous fait un petit reminder sur le fonctionnement des énergies dans Jujutsu. L'énergie occulte vient du ventre, comme l'avait déjà dit Todo à Yuji pendant l'arc tournoi, et la technique d'inversion vient de la tête. Souvenez-vous, c'était déjà plus ou moins explicité dans le chapitre 74, si je dis pas de bêtises, par Gojo dans son combat contre Toji, que la raison de sa défaite, la défaite de Toji donc, résidait dans le fait qu'il n'avait pas tranché la tête de Gojo. J'en avais d'ailleurs parlé avec l'un d'entre vous la semaine dernière en commentaire, je te fais un coucou d'ailleurs. Voilà, je me posais déjà la question de savoir si attaquer la tête ne serait pas la limite du pouvoir de régénération d'Akari. Bref, à ce moment-là, il comprend qu'il est en mauvaise posture, sous ses airs de gros tchad, ça carbure sec dans la tête d'Akari, ça va très très vite. Il comprend tout de suite ce qu'il faut faire, il régénère son cerveau en soufflant son énergie occulte par le nez. On avait déjà vu une scène similaire, la technique d'inversion en moins, quand Yuji souffle son sang par le nez quand il se tape avec Akari au moment de la préparation de la traque. Voilà, je trouve que ça montre bien la déterre de ces deux personnages. Donc comme je te disais, il réussit à régénérer son cerveau avant que l'éclair de Kashimo ne le touche, et c'est pour ça aussi que je vous disais la semaine dernière que pour moi, dans ce combat, c'est Kashimo qui mène la danse, qui impose son rythme, et Akari, lui, jusque-là, part ses attaques sans jamais vraiment arriver à menacer Kashimo en retour, parce que là, encore une fois, il ne fait que, entre guillemets, limiter la casse pour pouvoir continuer à se battre. Il reste très peu de temps à Akari, 8 secondes avant la fin de son invulnérabilité, il augmente encore la cadence, il y va à fond, mais Kashimo a plus d'un tour dans son sac, et il crée entre son sceptre chargé et lui-même un arc électrique surpuissant qui touchera Akari placé sur le chemin de cet arc, directement sur le flanc gauche. Et pire timing possible, au même moment son invulnérabilité prend fin, on a la pose signature de Kashimo qui regarde son adversaire par le trou qu'il vient de lui faire dans le corps. La même pose qu'on avait vue dans son chapitre d'introduction, il nous lâche un petit « c'est terminé », mais c'est bien mal connaître Akari qui nous fait finir le chapitre sur un nouveau cliffhanger. Il tente une nouvelle fois sa chance et invoque son extension du territoire sous les yeux d'un Kashimo qui peine à y croire. Très dommage que dans la traduction officielle, ils aient pas gardé la petite note que je vais vous traduire grossièrement de l'anglais. Pariez, même si vous mourrez, tel est le chemin du joueur, du parieur. Un ultime pari donc pour Akari qui croit tellement en sa chance qu'il met sa vie en jeu sur ce dernier pari. Et qui en même temps, il a pas vraiment le choix, Akari. Comme je te disais jusqu'ici, il a pas vraiment eu l'occasion de prendre l'ascendant sur Kashimo, mais on sait une chose, c'est que c'est souvent aux portes de la mort que les exorcistes trouvent les ultimes ressources pour s'en sortir, un dernier atout sorti de la manche pour l'emporter. C'est cette théorie, la théorie d'un ultime bonus qui est largement plébiscitée un peu partout. Dans le genre théorie what the fuck, mais que je vous expose quand même, je vais m'appuyer sur la personnalité de Kashimo. C'est un peu un mec à l'ancienne, et pour cause, le gars vivait il y a 400 ans, donc je pars du principe que c'est un gars avec des principes, vous voyez. Et partant de ça, souvenez-vous, la semaine dernière, il disait vouloir vaincre Akari pendant sa période d'invincibilité, d'invulnérabilité. Donc, je le vois pas achever Akari durant la période entre deux jackpots où il n'est plus invincible, mais à attendre qu'il tombe de nouveau. Et si j'ai bien tout compris, les chances de voir le jackpot tomber sont très fortes lors du 4e essai, donc pour pouvoir tenter de vaincre Akari comme il se l'est promis, c'est-à-dire au maximum des capacités de ce dernier. Ce combat, et je conclurai là-dessus, il y a des énormes vibes du combat Gojo-Toji, dans la construction, il y avait pas mal de similitudes, il y a pas mal de similitudes, ce qui est pas pour me déplaire du tout, mais le parallèle est d'autant plus flagrant quand on voit Kashimo louper l'occasion de faire sauter la tête d'Akari, comme Toji avait loupé l'occasion de faire sauter celle de Gojo, et on sait comment ça s'est terminé pour lui, en espérant que je vais pas porter la poisse à Akari en disant ça, et qu'Akutami se décide de faire l'inverse, parce que Kashimo a beau être très cool, on est team Akari ici. J'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. On se voit lundi prochain, d'ici là, prenez soin de vous, lisez des mangas, regardez des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi je vous dis à la prochaine!